Bien, donc deuxième partie de cette conférence consacrée au sexe caché dans l'art. Cette fois-ci, nous allons regarder du côté des femmes. Alors, bien sûr, pour les femmes, vous vous en doutez, la question de la représentation des organes sexuels se pose différemment puisque, comme chacun sait, ces organes sont moins saillants que chez leurs homologues masculins et sont par conséquent moins visibles. Ainsi, d'ailleurs, contrairement à une idée reçue très répandue et un petit peu énervante, eh bien, dans l'art, l'intimité des femmes est beaucoup plus souvent préservée que celle des hommes. Bah oui, c'est-à-dire qu'un sexe et un pubis, ce n'est pas la même chose. Enfin, en tout cas, il me semble. Bref, toujours est-il que cette relative discrétion de l'appareil génital féminin pose paradoxalement un problème aux artistes quand il s'agit de le mettre en scène. Ils ont tout de même utilisé quelques procédés dont nous pouvons passer en revue les principaux. Le premier est celui de focalisation. Alors on va rester sur ce très beau tableau de Titien qui nous montre ici, ou plutôt d'ailleurs on devrait dire qui nous expose une jeune femme complètement nue, étendue sur un lit, offerte, tenant des roses dans la main droite, on va y revenir sur les roses, et esquissant de la main gauche un geste lascif, très équivoque, à mi-chemin entre l'abandon chaste et l'onanisme. Alors on l'aura compris, en fait, tout se joue là, hein, sous cette main gauche, dont d'ailleurs nous faisait remarquer Daniel Arras, le pouce et l'index forment, je cite Arras, un interstice ombreux très suggestif. Il est vrai qu'il est difficile de regarder ailleurs, d'autant que la composition est conçue pour nous inciter à regarder cet endroit hein, avec cette verticale du paravent et cette horizontale du lit qui se rejoignent très exactement à ce point focal aussi invisible qu'obsédant. Voilà. Le second procédé utilisé fréquemment est le procédé du trompe-l'œil. J'ouvre une petite parenthèse. Vous aurez sans doute remarqué que dans la peinture de nu, au moins depuis la Renaissance jusqu'au milieu du 19e siècle à peu près, vous avez remarqué que même dans les œuvres les plus audacieuses, eh bien, les poils pubiens des femmes sont très très rarement représentés. Je dis des femmes parce que c'est un peu moins vrai chez les hommes. Par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la statuaire antique, hein, où l'on ne voit que des pubis glabres. Alors, cela, en fait, témoigne d'un tabou qui a toujours associé la pilosité à l'animalité et en particulier la pilosité pubienne à la sexualité. Des poils au bas-ventre rappellent que cette région du corps est le siège des pulsions et des plaisirs copulatoires et c'est donc indécent. Ainsi, même dans des tableaux ouvertement érotiques, hein, comme celui du Titien ou comme ceux que je vous montre actuellement, eh bien, les peintres prennent soin de ne rien révéler ou éventuellement le strict minimum de la toison pubienne de leur modèle. Faute de quoi, ils passeraient dans une autre catégorie et la censure s'abattrait aussitôt. Alors on va dire, il n'y avait donc pas d'autre moyen de transgresser la règle, de montrer une vraie femme, c'est-à-dire une femme vraiment sexuée, pourvue d'une vraie toison soyeuse, comme dans la vraie vie. Alors si, bien sûr, c'était possible, il fallait simplement jouer au plus malin avec la censure, c'est-à-dire qu'il fallait laisser faire le travail à l'imagination. Alors on va voir dans quelques instants la façon dont les artistes s'y sont le plus souvent pris, mais avant je vous montre donc cet exemple qui est à peu près unique en son genre, hein. C'est une fresque de Carache qui représente Vénus et Anchise étant un des nombreux amants de Vénus. Donc l'un et l'autre au cours des préludes à l'amour, puisque on voit Anchise qui retire les chausses de Vénus. Alors, vous avez certainement remarqué où se trouve le Cupidon. Eh bien, il se trouve juste dans l'axe entre notre œil et le sexe de Vénus. Alors, vous allez penser que c'est peut-être pour le dissimuler. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Hein, au contraire, c'est pour nous donner à le voir ou plutôt à l'imaginer, puisque la chevelure du bambin simule parfaitement la toison pubienne de la jeune femme. Alors, les censeurs n'y auront sans doute vu que du feu, et en tout cas, s'ils se sont rendus compte du subterfuge, il n'y avait rien à dire, il n'y avait rien à faire. Carache était irréprochable sur ce coup-là. Et vous savez, hein, le petit jeu, ce petit jeu pour contourner la censure, c'est un peu comme on dit, honni soit qui mal y pense. Hein.
Le procédé que je voudrais maintenant vous indiquer est le plus communément employé par les artistes à toutes les époques, c'est celui de métaphore. La métaphore, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de style qui consiste à remplacer une chose par une autre qui lui ressemble, hein. Par exemple, tout à l'heure, le gourdin d'Hercule, c'était la métaphore du membre viril. Alors une métaphore hyperbolique, c'est sûr, mais une métaphore tout de même. Je précise avant de continuer que pour tout ce qui suit, je me suis beaucoup inspiré d'un blog, Artifex Inopéré, qui est une véritable, comment dire, caverne d'Ali Baba, disons-le, hein, qui regorge vraiment de petits bijoux d'analyse tout à fait croustillants. Alors c'est parfois peut-être un peu dense, c'est vrai, mais franchement ça vaut le détour. Je vous conseille vivement d'y aller et vous ferez certainement comme moi de très belles découvertes. Alors, parlons de cette métaphore. Voici une gravure ouvertement érotique que j'ai censurée moi-même avec un carré blanc comme on faisait à la télévision autrefois. Bon, il s'agit, je vous le dis, hein, d'une œuvre bien connue tirée de la série des Lascives d'Augustin Carrache. Carrache s'était fait une spécialité de ce genre de scène et vous la retrouverez sur Internet en un clic ou deux, hein. Vous verrez d'ailleurs qu'elle est relativement sage, hein. Je précise que les œuvres érotiques, même les œuvres pornographiques, disons-le, c'est-à-dire où l'acte sexuel est clairement montré, clairement exposé, eh bien, elles sont très nombreuses à partir de la Renaissance, hein, notamment dans la gravure, qui permettait une diffusion très large et surtout très discrète. Alors, sachez que je n'ai pas censuré cette image par pudibonderie, non, hein, mais parce que en fait, ce qui se passe sous le carré blanc, eh bien, ce n'est pas mon propos. Moi, mon propos, ce ne sont pas les œuvres érotiques à l'usage d'un public averti, mais les œuvres tout public à forte connotation sexuelle et qui passent pourtant sous le radar de la censure car elles ne montrent pas les choses frontalement. Mon sujet, vous le savez, ce sont les trains qui rentrent dans le tunnel. Voilà. Donc, en fait, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ce qu'il y a sous le carré blanc, mais ce qu'il y a juste en dessous, hein, ce gros minou ronronnant, voluptueux, visiblement comblé d'aise, que la nymphe dévoile dans un geste qu'on peut qualifier d'impudique, hein, et qui est une métaphore évidente, en tout cas ce chat est une métaphore évidente, j'espère que vous serez d'accord avec moi, de sa propre intimité à elle et de sa propension à la volupté et au plaisir. Alors, vous notez bien que l'association, notamment langagière, entre l'animal et le sexe féminin date précisément de cette époque, aussi bien en Italie, par exemple on retrouve Gatta dans les récits érotiques de l'Arétin, aussi bien en Italie qu'en France. Au Moyen Âge, d'ailleurs, on parlait, c'est curieux, on parlait du lapin plutôt, pour désigner le sexe féminin, et à partir de la Renaissance, ça devient le chat. Aujourd'hui, c'est le chat, mais plutôt au féminin. Alors, on a de multiples témoignages de cette association dans la littérature populaire, notamment dans ce dictionnaire des proverbes et des expressions familières de 1750. On voit que l'expression "elle a laissé le chat aller au fromage" se dit à propos d'une fille qui a perdu son pucelage, hein, ou d'une femme qui fait brèche à son honneur, comme on dit ici, voilà, qui court le guidou, hein, comme on dit très certainement dans le 9-3. Dans une chanson du 16e, 17e siècle, qui est recueillie dans le Parnasse des Muses, que voici, en 1622, une jeune fille parle de son amant, alors, enfin, de l'homme à qui on veut la marier, c'est un badaud de village, mais à ses yeux, c'est un lourdeau, et elle dit que si vraiment on le donne en mariage, eh bien, je ferai du ravage, je casserai les pots, troublerai le laitage, je laisserai aller notre chat au fromage, oui tanti, tanton, etc. C'est-à-dire que je laisserai aller notre chat au fromage, c'est une allusion, enfin c'est un double sens, hein, très sexuel. Elle dit je le tromperai, hein, ce nigo, je le tromperai si on me marie de force avec lui. Or, donc, cette utilisation grivoise de la figure du chat, bien attestée par la littérature, va aussi devenir fréquente dans la peinture, notamment au XVIIIe siècle, qui est un siècle, vous le savez, particulièrement dévergondé, et quelques images devraient vous en convaincre facilement. Regardons d'abord ce tableau de François Boucher, bien connu, La Toilette. Alors on pourrait rester longtemps sur ce tableau qui est un véritable petit rébus, hein, c'est très malin,
comme toujours chez Boucher. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à aller voir la vidéo que j'ai publiée sur cette même chaîne et qui est consacrée à une pastorale de Boucher au musée de Caen et qui est une pure merveille de beauté et d'intelligence. Et je parle bien évidemment du tableau, hein, je ne parle pas de ma vidéo, encore que j'en sois plutôt fier. Alors, pour revenir à ce tableau de Madrid, disons qu'il s'agit d'une courtisane qui vient certainement de recevoir son amant, enfin en tout cas il y a beaucoup d'indices qui nous le laissent à croire, et qui se rhabille à la hâte, hein. Elle est bien évidemment ici, vous l'avez vu, l'implicite sexuelle est à trouver dans le chat, ce chat repu et grassouillet, hein, visiblement il va souvent au fromage, hein, celui-là, avec son poil soyeux, mollement allongé donc entre les jambes de la jouvencelle au jupon relevé. Et ce chat, c'est ce qu'on appelle une figure métonymique, hein, enfin on dit chez les universitaires en tout cas, une figure métonymique du sexe féminin qui se trouve sous les jupes, qu'on ne voit pas, mais qui est remplacé ici par ce joli félidé. Donc autrement dit, le peintre parvient à nous rendre visible ce que la censure lui interdit de montrer. Donc c'est un joli tour de force. Alors, même constat dans ce magnifique tableau hein, du très méconnu Nicolas Lavrins, où le chat occupe là aussi une place tout aussi stratégique pour susciter en nous des associations d'idées, comment dire, libidineuses. Voilà. Alors j'attire votre attention aussi sur les roses qu'il y a sur le clavecin devant la jeune femme et sur les roses éparpillées sur le sol, qui sont donc dans ce contexte profane et plutôt érotique, l'indice assez transparent comment dire, du peu de vertu de la demoiselle, hein. Et d'ailleurs on fait foi à cette estampe qui est strictement contemporaine du tableau de Lavrins, où l'on voit bien que la rose de la jeune femme est pour son compagnon dans la chambre un objet de convoitise, hein. D'ailleurs, le titre La rose mal défendue indique qu'il s'agit entre ces deux personnages d'un petit jeu érotique où la dame feint de vouloir préserver en fait ce dont elle a bien l'intention de céder à son amant dans les plus brefs délais. Et d'ailleurs, au cas où on n'aurait pas compris ce à quoi fait cette allusion cette rose, eh bien, voyez la forme, c'est très étonnant, que prennent les jupes de la femme. Vous voyez, si on retourne cette jupe, eh bien on obtient quoi? On obtient une magnifique rose. Et oui, ils étaient quand même tout de même très malins, ces artistes du XVIIIe siècle. En tout cas, puisque on est avec un couple, eh bien on va y rester. On va passer à la troisième et dernière partie de cette conférence du côté des couples.